exemple. Nous étions en vacances à Font-Mahon, dans l'Aisne, non pas dans l'Aisne, dans la Somme, c'est-à-dire sur une plage qui donne juste en face l'Angleterre. Et c'est là que nous avons vu arriver le garde champêtre, car à cette époque-là, il n'y avait pas de télévision, il y avait très peu de radio. Le garde champêtre qui a tapé sur son tambour et qui a appelé tous les gens du village qui étaient là pour terminer leurs vacances, puisque tout le monde était en vacances. Et il leur a annoncé que la guerre était déclarée. Cette guerre, on l'attendait depuis au moins 1 an, car depuis 1 an, il s'était passé des choses abominables. Et on attendait ça. Donc les Allemands venaient d'envahir la Pologne et les Français et les Anglais, pour défendre la Pologne, pour défendre les forces démocratiques, se sont coalisés pour aller contre les Allemands. Donc on a reçu ça. Et mon père, qui avait pourtant fait la guerre de 14, a été mobilisé. Il est parti à Paris et est revenu quelques jours après, car justement, il était trop vieux pour faire la guerre, il avait presque 50 ans, et d'autre part, il avait 2 enfants. Donc il est revenu, mais il a décidé que ma mère, avec nous deux, mon frère et moi, nous allions rester à Font-Mahon, parce que là, nous n'aurions pas les bombardements de Paris. Il craignait fort les bombardements de Paris, car on savait que si nous, les Français, on avait oublié de fabriquer des armes, les Allemands, depuis des années, fabriquaient des armes pour agrandir leur espace vital, car ils trouvaient toujours qu'ils n'avaient pas assez de place. Et ils voulaient récupérer tous les Volksdeutsch qui existaient un peu partout en Europe pour refaire la Grande Allemagne. Donc, mon père nous a laissés à Font-Mahon et lui est parti à Paris. Il est rentré, il a repris son travail. Quant à nous, à Font-Mahon, mon frère qui était tout jeune est allé à l'école primaire, comme vous, il avait votre âge à peu près, il avait 9 ans, 8 ans et demi. Et quant à moi, eh bien, j'ai eu la chance qu'à cette époque-là, à Amiens, on mette en place, pour mettre à Font-Mahon, des professeurs, des femmes, car à ce moment-là, tous les hommes étaient mobilisés, des femmes qui sont venues s'installer à Font-Mahon et ont ouvert un petit lycée qui a été fait dans un ancien hôtel qui a été réquisitionné. Et c'est là que j'ai passé cette année de drôle de guerre. On appelait ça la drôle de guerre, car on était en guerre. Il y avait quelques combats sur la ligne Maginot. C'est dommage qu'on n'ait pas une carte, je vous aurais montré. Mais nous, en France, on ne se rendait pas du tout compte que c'était la guerre. D'ailleurs, pour moi, cette année de 1939-1940, passée au bord de la mer avec des camarades, des amis que nous sommes faits, car finalement on est une petite unité, nous étions très peu, donc tout le monde se connaissait, et j'ai eu une année, 39-40, qui a été une des plus belles années de mon enfance. C'était peut-être pour compenser ce qui allait arriver plus tard. Donc nous sommes restés pendant 1 an à Font-Mahon. Et là, ma mère, comme elle avait l'habitude à faire très souvent, avait ce qu'on appelle table ouverte, c'est-à-dire que les jeunes qui n'avaient pas assez à manger venaient à la maison et elle faisait à manger à tout le monde. Et en particulier, étant donné que la plupart des professeurs étaient de jeunes femmes, de jeunes filles même, pour qui c'était le premier poste, elle les a invitées et nous avons fait une connaissance avec elles très importante. Particulièrement avec l'une d'entre elles, qui était mon professeur d'anglais et qui s'appelait Jeannette Sardel. Et puis en mai 1940, mon père est arrivé à toute vitesse, car les Allemands qui avaient contourné la ligne Maginot étaient passés par la Hollande, la Belgique et arrivaient en France. Et donc ils arrivaient à toute vitesse, c'était la guerre éclair, on appelait ça. Et donc Hitler envoyait ses troupes pour envahir la France. Donc mon père nous a récupérés, on a fait comme la plupart des gens qui étaient dans le nord de la France et qui avaient eu déjà la guerre de 14, pendant laquelle les Allemands ne s'étaient pas toujours très bien comportés, qui filaient et qui s'en allaient sur le sud de la France, et on a se joint à tous ces gens qui ont fait l'exode. Alors on a d'abord pris un train, puis le premier train a été bombardé, alors on a fait plusieurs kilomètres, et puis on a vu Amiens qui brûlait, on a vu Abbeville qui brûlait, on est allé un peu plus loin, et on est ensuite allé
récupère un autre train qui lui aussi a été bombardé. Alors on a fait ni une ni deux, on a pris nos bagages et on est parti à pied vers Paris, comme la plupart des gens. Et si vous voyez les images, je n'en ai pas apporté, on voit les gens, les uns derrière les autres, qui s'en vont, qui marchent. Alors vous savez, à cette époque-là, il y avait très peu de gens qui avaient des voitures. Alors, ils avaient mis tout ce qu'ils avaient sur des charrettes. Il y en avait qui partaient à bicyclette, il y en avait qui partaient avec des poussettes. On voyait les poussettes avec 1, 2, 3, 4 petits-enfants. Et nous, on a pris la suite, on est parti derrière eux. Et puis, on a réussi à attraper un train, pas très près de Paris. Et on est rentré chez nous, à Saint-Mandé, pas très loin de Pantin, où nous habitions. Là, mon père a décidé que nous n'allions pas rester là. Et avec l'aide d'une amie, il a téléphoné à Pornic, là où cette amie avait sa nourrice. Car dans ce temps-là, beaucoup de femmes qui n'avaient pas de travail étaient des nourrices. Et quand elle était petite, cette femme avait été sa nourrice, l'avait nourrie, elle et sa sœur. Et elles étaient restées toujours en très grande relation, une affection d'ailleurs très intense entre elles. Elle a téléphoné et cette brave femme qui ne nous connaissait pas, qui connaissait personne, a dit « Mais qu'ils viennent, bien sûr que je vais les recevoir ». Nous avons pris le train et elle nous attendait. Et à Pornic, qui est juste en face l'île de Noirmoutier, nous avons abouti chez elle dans une toute petite maison. Et nous n'étions pas les seuls qui étaient arrivés chez elle, car elle avait des nièces avec des enfants qui étaient là et qui elles aussi avaient fui le nord de la France. On s'est retrouvés chez elle dans cette toute petite maison, cette femme qui n'avait quasiment rien, et elle a tout partagé. C'était déjà quelque chose d'extraordinaire, cette ambiance qui passait de ces gens qui s'aidaient, de ces gens qui vivaient ensemble, de ces gens qui ne se connaissaient pas simplement parce qu'il fallait le faire, on ne pouvait pas laisser les gens dehors. Mon père était resté à Paris et c'est vers le 10 juin, quand Paris a été décidé ville ouverte, c'est-à-dire que les Allemands pouvaient rentrer sans faire le coup de feu, sans démolir Paris, qu'il est parti en bicyclette et il est venu nous rejoindre à Fort-Mahon, à Pornic, là où nous étions. Et là, on a attendu et puis, bon, très vite, les Allemands sont arrivés. C'était pour lui un grand cauchemar de voir ça, car il avait fait la guerre de 14 et on en avait gardé des séquelles importantes. Et puis, nous avons vu les Allemands arriver, et alors, ils étaient corrects, comme on disait à cette époque-là, c'est-à-dire qu'ils se tenaient à peu près bien, mais par contre, ils dévalisaient tous les magasins, ils emportaient tout. Moi, j'ai vu des voitures d'Allemands avec toutes les boîtes de chaussures d'un marchand de chaussures. À l'autre côté, ils emportaient le beurre, la farine, toutes des choses qui leur manquaient certainement chez eux, et ils se servaient. Donc mon père est arrivé, et puis nous avons attendu, et alors, comme à ce moment-là, cette dame, maman Lucie, chez qui nous étions, avait une toute petite radio. Tous les jours, on était collés à la radio pour avoir des nouvelles. Et c'est ainsi que le 17 juin, le soir, tous groupés autour de la radio, on a entendu le discours de Pétain. Alors je ne sais pas si vous savez, mais il faudra que vous le lisiez. Mon père avait fait la guerre de 14. Il avait été sous les ordres de Pétain à Verdun. Et il avait gardé pour ce vieux maréchal une grande admiration. Et quand il l'a entendu, qu'il donnait la France aux Allemands, ça a été pour lui une catastrophe. Pour nous, c'était catastrophique. On se sentait indignés. On se sentait absolument indignés. On se sentait sale. On se sentait... Mais lui, c'était pire. On avait l'impression que tout ce en quoi il avait cru se délitait d'un coup. Et ça a été épouvantable. Et à mon avis, ça a été ça le plus grand drame de Pétain, c'est que, étant donné l'auréole qui le portait, il y a quantité de gens qui ont suivi ce qu'il a dit, alors que s'il s'était conduit correctement comme un officier d'armée française doit le faire, jamais ça ne serait arrivé. Donc mon père était complètement démoralisé, et dans ce calme qu'il y avait, il a sorti ces mots extraordinaires qui, à ce moment-là, ne pouvaient rien dire et disaient tout. C'est impossible, a-t-il dit, il faut faire quelque chose.
Et puis, bon, ça a passé. Mais j'étais à côté de lui, et ces quelques mots, alors que j'avais 14 ans, me sont restés dans la tête, et c'était quelque chose qui était lancinant. Il faut faire quelque chose, quoi faire. Et puis, bon, étant donné que les Allemands avaient tout occupé, ils ont, au fin août, donné la permission à tous ceux qui étaient sur le sud de la France, car la France avait été coupée en deux. Pétain avait signé son armistice, et donc la moitié de la France était occupée par les Allemands, et l'autre côté, il la gardait, et il allait faire la collaboration. Quelques mois après, il allait aller à Montoire et rencontrer Hitler pour lui donner la France et lui donner tout ce qu'il y avait. Et puis, bon, et nous sommes quand même rentrés à Paris. Alors nous avons pris le train et nous sommes arrivés à la gare Montparnasse. Là, on a pris un taxi, et ce brave homme, ce taxi, nous dit « Est-ce que vous voulez voir Paris sous l'occupation ?» On se demandait ce que ça voulait dire. On ne savait pas encore ce que c'était que l'occupation, comme on l'a eu. Et en effet, il nous a mis en taxi, et de la gare de Montparnasse, il a commencé à faire tout l'est de Paris. C'est-à-dire qu'on a descendu les Champs-Élysées avec lui. Et on voyait déjà les drapeaux nazis qui remplaçaient les drapeaux français. On voyait écrit partout des affiches qui étaient écrites en gothique, c'est-à-dire l'écriture avec laquelle on écrivait en allemand. Les noms des rues étaient écrits en allemand, en gothique. Et puis il y avait des trucs, nach Opera, ça voulait dire en allemand, vers l'opéra. Il y avait il n'y avait plus rien en français. Tout était écrit en allemand. Et là où il y avait des rues encore écrites en français, et il y avait en dessous ou par-dessus l'écriteau allemand qui remplaçait tout. Et puis dans la rue, on voyait des tas de garçons en vert de gris, tous ces hommes, tous ces soldats qui se promenaient, qui avaient l'air tellement heureux, et les Français à côté qui avaient un air triste. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'était pénible. Et ensuite, il nous a fait passer devant la Chambre des députés, l'hôtel Crillon, et là, il y avait d'énormes panneaux allemands qui couvraient toute la Chambre des députés et tout l'hôtel Crillon. Et en remontant ensuite la rue de Rivoli, toute la rue de Rivoli avait des étendards avec la croix gammée qui pendait de partout. Et les seules voitures qu'on avait, à part quelques taxis comme celui dans lequel nous étions, ce n'étaient que des voitures allemandes avec des officiers allemands habités en vert de gris, magnifiquement habillés avec le monocle à l'œil, qui faisaient le salut nazi et qui descendaient puis on est passé devant le Louvre, et devant le Louvre, on a vu tous les soldats qui rentraient. C'était un prémisse de ce qui allait arriver, c'est-à-dire que cette occupation, elle était très dense, elle était quotidienne, elle était pesante, et elle était partout. Partout, on ne pouvait pas aller nulle part sans se frotter à un Allemand. Il y avait quasiment, les Français étaient étouffés par cette marée allemande qui avait... Et tout d'un coup, m'est revenu ces mots de mon père: il faut faire quelque chose. Oui, il fallait faire quelque chose, car si on n'avait rien fait, on serait resté comme ça. Il fallait absolument qu'on redevienne comme avant, mais bien sûr, faire quelque chose. Mais quoi? Alors déjà, on est rentré chez nous, on a retrouvé notre appartement, ce qui était déjà pas mal, pas très loin d'ici, à Saint-Mandé. Et c'est là que, eh bien, on a repris un peu nos habitudes. Mon père n'avait plus de travail, car il était dans la finance et travaillait avec l'Angleterre et l'Amérique, et donc tout était coincé. Donc c'est une de nos amies qui avait été une des fondatrices de la CFTC, c'est-à-dire le syndicat français des travailleurs chrétiens, et qui nous a fait rentrer, Lucienne Rey, l'a fait rentrer à la mairie du 12e. Ça devait simplement être très rapide, il n'y reste que quelques temps, puis finalement il est resté jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on soit arrêté. Et ça a été très très utile, vous verrez pourquoi après. Et puis nous, mon frère est retourné au collège et moi je suis rentrée au lycée de Vincennes, c'est-à-dire à ce moment-là, il ne faut pas que vous oubliez, les filles et les garçons n'étaient pas dans les mêmes classes. Les garçons étaient d'un côté, les filles de l'autre. Et ça, ce lycée s'appelait le lycée de jeunes filles du cours de Vincennes. Maintenant, c'est le lycée Hélène Boucher. C'était un grand lycée qui venait d'être construit. Et donc, la moitié du lycée avait été réquisitionnée par les Allemands, et l'autre côté, la côté gauche, ils nous avaient eu la gentillesse, la bonté, de nous laisser cette partie-là,
pour que l'on puisse y faire l'éducation des jeunes filles. Et quand nous sommes rentrés, c'est très drôle, toutes ces filles qui rentraient, elles ne se sont rien dit. Mais de sentir que cette pesante occupation qui était là dans le lycée et qui prenait nos classes, qui prenait nos places et dans lequel on ne pouvait pas faire entrer plus d'autres personnes, ça a été quelque chose d'immédiat, une espèce de rejet immédiat de ces gens qui nous occupaient et qui nous regardaient d'ailleurs avec une certaine morgue qu'il était très difficile à supporter. Donc, sans rien nous dire, on avait des réactions automatiques. Au lieu de les laisser rentrer, eh bien, quand ils arrivaient, comme ça, tout doucement, sans rien se dire, tous nos cartables tombaient par terre. Et ils étaient obligés de faire un très grand détour pour ne pas passer. C'était comme ça. Et puis après ça, quand ils arrivaient par une porte, on se mettait devant la porte pour qu'ils ne puissent pas rentrer. Quand dehors, ils nous demandaient, par exemple, d'aller au château de Vincennes, et puis on les envoyait à la Bastille. Enfin, des tas de petites choses comme ça, qui montraient à quel point on ne pouvait pas faire grand-chose, mais on leur montrait qu'ils n'étaient pas les bienvenus chez nous. En Allemagne, qu'ils y aillent, mais pas chez nous. Et puis tout s'est passé comme ça, il y a eu des quantités de choses. Et puis bon, tout est rentré. Alors là, le cours des choses s'est fait tout doucement. On a été obligé de les supporter, de les avoir avec nous. Et puis le 11 novembre, c'est comme il n'y a pas très longtemps, c'était la fête de la victoire. La plupart des grandes classes, des classes de première, sont parties vers l'Arc de Triomphe. Mais nous avions reçu une lettre, à ce moment-là, très peu de gens avaient le téléphone, nous avions reçu une lettre de Jeannette Samuel, ce fameux professeur qui était avec nous à Fort-Mahon. Et Jeannette Samuel nous demandait si on pouvait venir, si elle pouvait venir nous voir. Elle venait voir ça, elle avait été nommée à Amiens, et elle venait voir sa mère qui était à Versailles. Et qu'elle pouvait venir avec sa sœur nous voir. Donc elles sont venues nous voir. Et vous savez, à cette époque-là, quand on trouvait des gens qu'on n'avait pas vus, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé un peu partout, on s'est forgé des amitiés qui ont été indissociables jusqu'à longtemps, jusqu'à maintenant pour certains d'entre nous. Bon, ils sont tous morts, moi je suis une vieille survivante là, vous avez encore peut-être la chance de voir. Mais bon, tous ces gens qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps, on se tâtait, on essayait de savoir ce qu'ils pensaient, s'ils étaient collaborateurs, s'ils étaient pro De Gaulle, s'ils étaient pour la colline, pour Pétain. Et avec les Samuel, on s'est trouvés sur la même longueur d'onde. On n'avait pas du tout... Ah, j'ai oublié de vous parler de quelque chose de tellement important. Vous aviez qu'à me le dire. Quand nous étions à Fort-Mahon, alors donc on a écouté Pétain, et puis on a continué, voilà, on a continué à écouter la radio, et on nous avait dit, dans le village, en nous promenant, vous savez, il y a un général qui parle de Londres et qui appelle à résister. Alors on s'est collé sur la BBC, et du matin au soir, on se relayait devant la petite radio, et là, on a entendu De Gaulle parler. On ne le connaissait pas. On avait même l'impression que son nom était un mot non fabriqué, De Gaulle, et il appelait à résister. Et tout ce qu'il disait, eh ben, ça correspondait exactement à ce que nous pensions. Donc à partir de ce jour, et jusqu'à ce qu'on soit arrêté, c'est-à-dire pendant encore 3 ans, 4 ans, on a écouté De Gaulle, on a écouté les Français parle-t-on le français, qui tous les soirs passaient sur la radio, la BBC, de Londres à 8h du soir. D'ailleurs, c'était très drôle, car que les Français soient pro-allemands, pro-Pétain, ou tout à fait anti-allemands et pro-De Gaulle, tous les soirs, vers 8h du soir, on voyait toutes les fenêtres qui se fermaient, et tous les gens se collaient devant leur radio, car la radio était très difficile à attraper, la radio de Londres. Les Allemands grouillaient, on entendait... On essayait de loin d'attraper avec le petit... C'était des choses qui n'étaient pas très performantes, mais on arrivait quand même à entendre tous les soirs, et on a écouté tous les soirs la radio de Londres. Alors pendant longtemps, on n'a pas compris ce que c'était, tous ces messages qui arrivaient. Il n'y a que quand nous, on en a reçu, qu'on a compris ce que c'était. Donc, on peut dire, donc on écoutait Londres. J'en reviens donc à ce qui s'est passé avec Jeannette Samuel, donc qui est venue nous voir. Eh bien, elle aussi, elle écoutait Londres, etc. Donc,
on s'est trouvé sur la même longueur d'onde. Elle est partie avec sa sœur, et puis elle lui dit, je reviendrai vous voir bientôt, très volontiers. Elle est donc rentrée à Amiens, et 3 ou 4 jours après, nous avons reçu à la maison une grande enveloppe en craft, vous savez, genre c'est du papier pour faire les colis, dans lequel il y avait, quand on l'a ouvert, des tracts qui se sont répandus partout, des tout petits tracts à ce moment-là. Il y avait un grand papier sur lequel on était marqué recopier et distribuer. Alors toute la famille s'y est mise, mon père, ma mère, mon tout jeune frère et moi, on a recopié. Et ces tracts étaient pratiques à cette époque-là, parce qu'on pouvait les mettre dans la poche et on pouvait les poser un peu n'importe où. On pouvait même avec un brin de colle les coller. Donc on les mettait partout, à la poste, à la mairie, dans le métro, à l'église. On en mettait absolument partout, puis on en collait sur les portes de la mairie, sur les portes de toutes les vitrines que l'on pouvait, et comme ça c'était très facile. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait très peu de nous, c'est dommage, je vous appelez, mais vous allez en faire avec lui, donc vous verrez un peu ce que c'est. Donc voilà, et donc c'est la première chose, et c'était très important, ça n'avait l'air de rien. Moi, en fait, c'était réjouissant d'abord pour ceux qui le faisaient, mais c'était aussi montrer aux gens que déjà commençait à se constituer en France une force très minime de gens qui refusaient l'occupation, qui refusaient la collaboration et qui avaient envie de faire quelque chose. C'était un tout petit quelque chose, mais c'était un début. Alors on a continué, on voulait savoir d'où venaient ces tracts qui nous arrivaient. Alors on a regardé partout, bien sûr, il n'y avait pas de signature, c'était trop dangereux. Et on a vu que ces tracts venaient de Versailles. Et la mère de Jeannette et de Jacqueline Samuel habitait Versailles. Elle était directrice de l'internat de jeunes filles, car c'était encore des jeunes filles, du lycée de Versailles. Alors maman a téléphoné à l'internat, a demandé Madame Samuel, et lui a dit vos filles ont dû m'écrire. Oui, a dit Madame Samuel. Est-ce qu'elles peuvent continuer? Oui, a dit Madame Samuel. Et ainsi, on a reçu régulièrement, à peu près tous les 15 jours, un paquet de crafts qu'on recopiait et qu'on distribuait. D'ailleurs, très vite, ces petits tracts sont devenus de plus en plus grands. Il y avait dessus des textes écrits par, certainement, on ne le savait pas à ce moment-là, des intellectuels, des hommes politiques, qui signaient avec un faux nom. Et on distribuait ça, et c'était déjà un peu long à recopier pour mettre ça avec. Et puis, au début 1941, Jacqueline Samuel, ma sœur, est arrivée un beau jour à la maison et puis nous a expliqué qu'elle ne pouvait plus nous envoyer tous ces tracts par la poste parce qu'elle avait été repérée et qu'il fallait absolument que si on voulait des tracts, il fallait les chercher à l'internat de jeunes filles où habitait sa mère, que sa mère en avait toujours et que si elle était prévenue, elle nous recevrait, elle nous donnait des tracts. Mais qui est-ce qui pouvait rentrer là-bas sans se faire remarquer? Un adulte, c'était difficile, car vous savez, dans un internat de jeunes filles, il y avait toujours des gens à l'entrée pour vérifier la personnalité des gens qui entraient, donc pas d'adultes. Bon, alors qu'est-ce qui pouvait rentrer facilement? C'était quelqu'un de l'âge des élèves. Et quelle était la seule personne qui avait l'âge des élèves? C'était moi. Alors je me suis proposée tout doucement, et puis finalement, moi qui n'étais quasiment jamais sortie toute seule, eh bien mes parents, c'est comme ça que tout a démarré. Mes parents m'ont donné l'autorisation d'aller chercher les tracts à Versailles. Alors donc, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, je partais avec mon cartable. Vous savez, Saint-Mandé-Versailles, c'était quand même assez loin. Il fallait changer, il fallait prendre le train. J'allais à Versailles, j'arrivais. Madame Samuel m'accueillait. Et alors, comme on était en internat, elle me donnait à manger, ce qui était quand même très important, car à cette époque-là, on commençait déjà à avoir des privations. J'avais droit, je me rappelle, à un énorme sandwich de pain avec certainement de la margarine, mais c'était délicieux. Et puis après, j'allais dans son bureau, et avec elle, au milieu de mes cahiers et de mes livres, on rentrait les tracts qui déjà étaient plus importants, donc il y avait à peu près la grandeur des feuilles de cahier, et je repartais le soir même avec mon cartable plein de tracts. Alors il faut vous dire que quand même, on prenait le train à Versailles et que très souvent, à l'entrée des gares,
il y avait des, comment ça s'appelle, la police, des contrôles de police, des contrôles soit français, soit allemands. Mais bon, j'étais très jeune, imaginez quelqu'un, puis j'étais, vous voyez, je ne suis pas grande, j'étais encore plus petite. Et j'arrivais, et j'ouvrais mon cartable, sans bien sûr montrer ce qu'il y avait dedans, et bien sûr, on m'a toujours laissé passer. J'ai eu cette chance inouïe, c'est d'y aller des centaines de fois et de ne jamais être prise. C'est-à-dire que j'allais, je revenais, et je ramenais tout à Saint-Mandé ou était recopié. Mais très progressivement, ces tracts ont été transformés en journal. C'est-à-dire que peu à peu, c'est devenu le journal Résistance de Destré, de Jacques Destré. Je ne sais pas quel était son prénom. Enfin, toujours est-il que c'était lui qui écrivait la plupart des articles. Et donc, on les passait. Donc, c'était déjà plus difficile. Et donc, là, nous, on les mettait dans des boîtes aux lettres, dans des enveloppes, et on mettait « faire circuler ». Donc, on circulait. D'ailleurs, c'était très drôle, car nous-mêmes, on avait des trucs qu'on avait marqués « faire circuler » qui revenaient directement jusqu'à la maison. Donc, voilà comment ça s'est passé. Et régulièrement, donc, ces journaux sont devenus après ça de véritables journaux, comme ça a été pensé. Et en 42, fin 42, il y a eu une distribution de journaux, je crois que c'est 500 000 qui ont été distribués à travers toute la France. À Versailles, celle qui donnait les journaux était Yvette Guinot. C'était une amie des Samuel. Et bien sûr, les Samuel ont fait connaître Yvette Guinot. C'est là qu'avec elle, j'ai appris à me servir de la Renéo, c'est-à-dire l'appareil qui permettait de recopier ces journaux, ces tracts, en plusieurs quantités. C'était très très simple, rien à voir avec les photocopieuses actuelles, rien à voir avec les polycopieuses actuelles. Tout était manuel à ce moment-là. On ancrait, on s'en fichait plein les mains, et quand on partait le soir, on était bourré d'encre. Donc il fallait que je mette des gants pour qu'on ne voit pas que j'ai... Et je repartais. Donc voilà comment ça s'est fait. Donc Yvette Guinot, eh ben, j'ai beaucoup travaillé avec elle, jusqu'au jour où je suis tombée malade. Et avant de repartir, je suis allée la voir et elle m'a dit « Ah, pourtant, Michel, il faudrait que je vous demande quelque chose. Voilà. Croyez-vous que vos parents voudraient bien cacher des aviateurs évadés, des prisonniers de guerre évadés ?» Oh, j'ai dit « Oui, je pense. Mais la meilleure des choses, c'est que vous les rencontriez. » Donc, maman est allée la voir. Et à partir de ce moment-là, des prisonniers français évadés sont venus se cacher à la maison jusqu'à ce qu'ils trouvent une place, car à ce moment-là, les maquis n'écrivaient pas encore, ils se sont formés à partir de ce moment-là de tous ces garçons qui s'étaient évadés, puis plus tard de ceux qui allaient être envoyés en Allemagne. Donc voilà, donc il a trouvé le premier a trouvé un maquis, et moi à ce moment-là, je suis tombée très malade. Une maladie que vous ne connaissez plus, c'est la tuberculose. J'ai fait ce qu'on appelle une primo-infection extrêmement grave, et il a fallu qu'on m'envoie me reposer à la campagne. Ça tombait pile au moment où la zone libre a été occupée par les Allemands, car de l'autre côté de la Méditerranée, les Alliés, les Anglais et les Américains, les Anglais ont débarqué, puis les Américains par la suite, et les Allemands ont occupé la zone libre. Donc on pouvait passer de zone occupée en zone libre beaucoup plus facilement, et j'ai pu aller me reposer pendant près de 8 mois chez des cousins qui avaient une ferme en zone libre. Alors, entre la zone libre et la zone occupée, j'ai trouvé une différence énorme. En zone occupée, on avait les Allemands depuis le début. On faisait attention à ce qu'on dit. On ne racontait jamais à personne ce qui se passait chez vous. Personne n'a jamais imaginé que chez nous, même par la suite, il s'est passé bien d'autres choses, mais on distribuait des journaux et des choses comme ça, et pourtant, ça n'arrêtait pas de passer. Donc alors qu'en zone libre, les gens étaient déjà beaucoup libérés, chacun disait, s'il était pétiniste, ça ne gênait pas, s'il était gaulliste, il le disait. Ça n'est vraiment que par la suite que la zone libre est devenue beaucoup plus muette, si on peut dire. Et voilà, donc en zone libre, je me suis aperçue que beaucoup de gens, qui n'étaient pourtant pas des pro-allemands, étaient pro-Pétain. Et c'est là que je dis que Pétain a fait un mal inouï, car s'il n'avait pas été là, ou s'il avait dit qu'il était anti-allemand, que ce qu'il avait signé c'était une forfaiture, eh bien jamais ça ne serait arrivé, jamais des Français seraient rentrés dans la
Tout ça, c'est de sa faute, il ne faut quand même pas l'oublier. Surtout en ce moment où il se passe des tas de trucs autour de son nom. Et voilà, et donc je suis revenue à la fin, au moment où les vacances allaient se terminer, je suis rentrée, guérie, Dieu merci. J'avais été très bien soignée par mes cousins qui pourtant étaient pétinistes, mais ça n'avait rien à voir. Et bon, et donc je suis rentrée guérie, et mon père et ma mère sont venus m'attendre à la guerre d'Austerlitz à ce moment-là. Et ils avaient un sourire radieux, bien sûr. On était contents de se revoir, mais il y avait un petit quelque chose en plus et je n'arrivais pas à le savoir. Et puis dans le métro, maman me dit, tu sais, il y a un cadeau pour toi à la maison. Pas pour un cadeau, une surprise. Alors bien sûr, je les ai titillés pour essayer de savoir ce que c'était que cette surprise. Rien à faire. Et puis mon père me donne les clés et me dit, rentre. Alors j'ouvre la porte et juste derrière la porte, un garçon d'1,90 m qui à ce moment-là était énorme, se met et fait « Hello Michel !» C'était notre premier Américain. C'était un aviateur américain qui, Yvette Guinou, justement, avait envoyé à mes parents et qui était caché chez eux en attendant d'être réhabillé, d'avoir une fausse carte d'identité et de pouvoir repartir vers les Pyrénées où là, des guides les emmenaient depuis la gare d'Austerlitz ou la gare de Montparnasse jusqu'aux Pyrénées. Et là, aux Pyrénées, ils étaient pris par des passeurs qui les faisaient passer en Espagne et où ils pouvaient récupérer. Alors, on a eu ce premier Américain. Alors, voilà comment ça s'était passé. Maman avait reçu un coup de téléphone la veille d'Yvette Guinou qui lui disait voilà, Geneviève, le cousin de votre amie Germaine va arriver demain, conduit par Gilles. Alors, il faut vous dire que maman avait fait toutes ses études en Angleterre. Et ses meilleures amies étaient des femmes qui étaient plus ou moins restées en Angleterre ou mariées avec des Anglaises. Et Germaine, elle avait dû lui en parler, était une de ses meilleures amies qui était en Angleterre, qui était anglaise. Donc, immédiatement, elle a pensé que c'était pas une Anglaise, mais c'était un Américain. Et Gilles, c'était le garçon qui s'est présenté à la maison et qui était un des guides qui avait été chercher ce garçon en province et qui l'avait ramené à Paris et qui nous l'avait amené. Et c'est ainsi qu'on a commencé, d'abord, par héberger beaucoup d'aviateurs anglais et qu'après ça s'est transformé en bien d'autres choses. Donc, le premier aviateur est venu. Il a été ramené par Gilles et Gilles nous a dit la prochaine fois, ce n'est pas moi qui viendrai chercher ce garçon. Et c'est à ce moment-là un garçon, Jean qui s'appelait Carbonnet de son nom, qui est venu, qui a amené le garçon à la maison et qui est venu chercher le garçon et qui nous en a ramené deux autres. Il nous a ramené un Américain et un franco-anglais, disons, Jack Balfe, oui. Alors que son père, Joe Balfe, on avait déjà travaillé avec lui, était quelqu'un qui faisait très, très souvent justement ce passage, qui récupérait les aviateurs tombés du ciel, descendus par les Allemands, et puis les ramenait, avait pu se mettre en relation avec le réseau Bourgogne, dont on faisait partie à l'heure actuelle, et qui était spécialisé dans la récupération des aviateurs. Alors quand on récupérait un aviateur qui avait été parachuté, il était habillés, la plupart du temps, ils avaient été récupérés par des paysans qui les avaient habillés comme ils pouvaient, car bien sûr, ils ne pouvaient pas rester avec leur uniforme. Donc la plupart du temps, ils arrivaient à la maison avec des pantalons dont il manquait environ 30 cm en bas, avec des boots américaines qui étaient énormes, avec des manches aussi trop courtes. Et la première des choses qu'il a fallu faire, c'est trouver des vêtements pour eux. Heureusement, on avait beaucoup d'amis, et parmi ces amis, il y en avait beaucoup dont les garçons étaient partis rejoindre De Gaulle en Angleterre, car ils étaient jeunes et ils étaient engagés dans les forces. Donc on a déjà récupéré tous les vêtements de ces garçons-là, qui déjà étaient des garçons qui avaient généralement fait du sport et qui étaient un peu plus grands, mais il fallait quand même. Et combien de fois j'ai vu maman, si jamais on lui téléphonait, qu'on venait chercher les garçons à la maison, qui pendant toute la nuit allongeaient les manches, soit des vestes, soit les pantalons, les jambes de pantalon, et les allongeaient. Quant aux boots, elle a tout essayé pour essayer de les faire transformer par un brave
cordonniers que nous connaissions pour les faire transformer en chaussures. Car ces boots, elles étaient d'abord de couleur cuir, c'est-à-dire très claire, et elles étaient tellement belles qu'elles ne pouvaient plus rien avoir avec les chaussures qu'on avait en France à ce moment-là. D'autre part, ces garçons, ils chaussaient du 45, 46, et à ce moment-là, les Français avaient encore des petits pieds, ils n'étaient pas aussi grands que vous êtes à l'heure actuelle, à mesurer 1,90 m, ils mesuraient 1,70 m, 1,75 m, ce qui était tout à fait dans la norme. Et les chaussures, elles étaient du 40, 41, mais 45, 46. Donc, en plus, il ne faut pas que vous oubliez qu'à ce moment-là, tout était avec ticket. On avait droit, on n'était pas en pantalon, les femmes, on avait droit à une robe par an, à une paire de bas, à une paire de chaussures, à un pull vert, et le manteau, c'était s'il nous restait des tickets, car tout était avec ticket. La même chose pour la nourriture, il fallait tout manger, on avait toute la nourriture était donnée avec les tickets. Et c'est là que mon père a été absolument extraordinaire, ça nous a apporté un peu de souffle, c'est-à-dire que comme il était dans cette mairie, il s'était mis en relation avec celle qui dirigeait l'état civil. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'état civil dans une mairie, puisqu'on est dans une mairie ici? Oui, qu'est-ce que c'est? Parle fort. L'état civil, c'est les gens qui sont dans la ville. Alors, l'état civil, c'est un service de la mairie, de toutes les mairies de France, dans lequel on enregistre les naissances, les décès, les mariages, les divorces, et tout ça c'est écrit. Donc à l'état civil, c'était très important car du coup, pour avoir nos tickets de ravitaillement, il fallait aller se présenter avec sa carte d'identité, et avec cette carte d'identité, on vous donnait les tickets de ravitaillement. Donc pendant mon père s'est mis avec cette femme qui s'appelait André, je ne me rappelle plus son nom de famille, et avec elle, ils ont récupéré les cartes d'identité de ceux qui mouraient, ils ne les ont pas enregistrées, et avec ces cartes d'identité, nous, mon père, ma mère et moi, on allait régulièrement à la mairie du 12e et on récupérait les tickets de ravitaillement. Alors il y avait des tickets pour le pain, pour la farine, pour le beurre, pour la viande, mais aussi pour les vêtements, pour les chaussures, mais aussi pour le gaz, pour l'électricité, pour tout, pour le charbon. Donc il était très important. Donc grâce à cette femme, à Dédé, et à mon père qui était là-bas, on a pu avoir du ravitaillement en plus avec les tickets. Et il a fait ça jusqu'à ce que l'on soit. Donc voilà, donc les garçons, ils étaient réhabillés, il fallait les nourrir, mais il y avait autre chose. C'est qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas se promener nulle part en France sans sa carte d'identité. Alors quand ils arrivaient en France, ils avaient avec eux un kit de survie dans lequel ils avaient beaucoup de choses, et en particulier, alors ça c'est après, mais voilà, ils avaient des cartes d'identité comme celle-là. Chacun avait 3 cartes d'identité comme ça dans son kit, de manière à ce que l'on puisse très vite leur faire une carte d'identité française. Malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que ces photos d'identité n'étaient pas aux normes françaises. Donc ce qu'ils apportaient pour ça, ça ne servait à rien. Et il a fallu, pour leur faire les cartes, aller les faire photographier. Et ça a été mon premier travail, c'est-à-dire que je les emmenais se faire photographier à photomaton. Vous savez ce que c'est qu'un photomaton? Oui. Donc, on les emmenait, mais à ce moment-là, le photomaton n'était pas complètement automatique. Donc, on allait là-bas, et là-bas, il y avait une jeune femme, qui appuyait sur le bouton de manière... Et alors, ces garçons, bien sûr, on arrivait, les premières fois que j'y suis allée allée avec un à la fois. Puis je me suis dit que c'était ridicule, étant donné qu'on en avait plusieurs, on en avait à la maison, mais il y en avait aussi plusieurs dans Saint-Mandé ou chez des amis. Et bien, tant qu'à faire, je les emmenais. Donc je les emmène souvent par 3 ou par 4
se faire photographier un photomaton, et ce qui devait arriver arriva. Un beau jour, elle m'a demandé ce que c'était que ces garçons que j'amenais régulièrement et que je photographiais et qui me parlaient. Alors j'ai dit, mais non, ils ne parlent pas, ils sont sourds et muets, et nous faisons partie d'un organisme qui les envoie dans le sud de la France, et ils doivent avoir leur carte d'identité. Alors chaque fois que j'arrivais avec 2, 3 ou 4 garçons, elle me disait, ah c'est bon, vous sur un meuble, oui, c'est pour monsieur. Et hop, elle les photographiait, et je repartais avec mes garçons et les photos d'identité. Et alors, les cartes d'identité se faisaient à la maison, car le fameux Jean Carbonnet, qui nous les avait amenés, a été arrêté un jour où il s'en allait vers le sud, car pour faire partir ces garçons vers le sud, on payait les passeurs qui leur faisaient passer les Pyrénées. C'était très cher. Donc il avait à cette époque-là près d'1 million d'argent sur lui. Et il s'est fait arrêter à... C'était... disons sur la ligne de démarcation, et il s'est fait arrêter, et il a eu la parole rapide. Il a attrapé un monsieur qui était beaucoup plus âgé à côté de lui, et lui a dit, voilà, moi je ne peux pas garder ça, si vous pouvez le garder, si vous ne pouvez pas, j'irai le rechercher, sinon vous le gardez. Le garçon l'a pris, lui a donné son... Et d'une manière très honnête. Ah, donc Jean Carbonnet a été arrêté. Bien sûr, il était dans les... C'était à ce moment-là sa véritable carte d'identité, donc on savait qui il était, où il habitait, qui étaient ses parents. Et à partir de ce moment-là, il n'a pas pu retourner chez lui. Donc il a demandé à mes parents de l'héberger. Donc depuis, disons, septembre 1943, jusqu'à notre arrestation en 1944, il est resté à la maison. Comme son travail en particulier était de faire les cartes d'identité, toutes les cartes d'identité étaient faites à la maison. À cette époque-là, ce n'est pas quelque chose que je vais vous donner comme tuyau à faire, car de toute façon, ça ne marcherait plus maintenant. Mais c'était très facile à cette époque-là. Les cartes, on les achetait vierges, et on pouvait les acheter absolument chez n'importe quel papetier. Il fallait des timbres fiscaux, ça on avait le bureau de tabac. Jean Carbonnet avait des tampons qu'il avait achetés ou qu'il avait fait fabriquer. Il y a même un monsieur qui les fabriquait sur des pommes de terre. Il y a un dentiste qui les fabriquait dans la pâte pour faire les dents, les fausses dents. Enfin, disons que tout ça, c'était... Donc à la maison, il avait une valise dans laquelle il y avait des quantités de tampons avec lequel. Donc, et puis, bon, il fallait les fameuses photos. Donc, c'est pour ça qu'il fallait... Donc, à la maison, on avait tout le matériel. Il avait apporté le matériel qui, avant, avait été caché dans l'orgue de Saint-Roch, à Paris. C'est une église. Et dans son orgue, de l'orgue de l'abbé Courcelles, il avait caché tout son matériel qu'il allait chercher régulièrement. Donc, il l'a apporté à la maison. Et donc, à la maison, toutes les cartes se faisaient. Donc, tout le monde y participait, car il ne fallait surtout pas que les garçons, les Anglais ou les Américains qui partaient par 2, par 3, par 4, aient des cartes d'identité qui se ressemblent. Donc, mon père, ma mère, moi, on écrivait avec la main gauche, on faisait tout ce que l'on pouvait, et on retrouvait une carte d'identité. Quant à mon jeune frère, qui à ce moment-là n'avait plus 11 ans, 12 ans, c'est lui, il était préposé à la saleté de la carte d'identité, car les cartes d'identité, comme on ne peut pas s'en servir comme ça, donc il les laissait par terre, il les écornait, de manière à ce qu'elles ressemblent à nos cartes d'identité qu'on ouvrait sans pareil, qui étaient toujours. Donc il y mettait aussi des tas de mains sales, etc. Il s'en rappelle encore, il a 87 ans maintenant, et il se rappelle toujours de la manière dont il faisait les cartes d'identité. C'est la seule chose dont je peux lui faire parler, car vous allez voir qu'il lui est arrivé quelque chose de très pénible. C'est quelque chose qui ne peut jamais parler de ce qui est arrivé à la maison, sauf des cartes d'identité dont il se souvient. Donc voilà comment ça se passait à la maison, et donc régulièrement, on nous amenait des Américains, où par la suite, on allait les chercher, c'est-à-dire qu'on partait en province. Je suis allée plusieurs fois en Bretagne, à Creil, à Chauny, à Noyon, qui étaient des endroits qui avaient des places où les Américains ou les Anglais avaient été regroupés, car des filières s'étaient formées après avoir été tout à fait informelles. Elles avaient été
formés, donc on savait exactement, on n'avait même plus besoin d'aller en campagne même. On attendait les garçons à la gare, on les prenait à la gare, on les ramenait sur Paris, ou on nous les amenait à Paris, on les prenait à la gare du Nord ou à la gare de l'Est, dont la plupart venaient. Donc voilà comment ça se passait. Donc à la maison, c'était sans arrêt. On avait sans arrêt des garçons. Ces garçons, d'autre part, on s'était rendu compte que quand ils se trouvaient dans le métro, quand ils se trouvaient dans les trains, ils avaient un peu peur des gens. Donc il a fallu qu'on les habitue. Puis qu'on les habitue aussi à marcher et à se tenir comme des Français. Car les Américains avaient un peu dégingandé, les Anglais, eux, étaient par contre complètement coincés. Il fallait absolument qu'on leur donne une habitude de marcher. Donc le soir, à la tombée de la nuit, et à Saint-Mandé, on était particulièrement bien placés. Il y avait le bois tout autour. À ce moment-là, il n'y avait pas de périphérique. C'était les anciennes fortifications dans lesquelles il y avait un monde un peu interloque, mais donc on ne nous demandait jamais ce qu'on allait faire. Et puis il y avait le zoo de Vincennes. Il y avait le zoo de Vincennes où on allait les promener et on en avait photographié un entre deux Allemands. Voilà, alors donc on les promenait et ils prenaient l'habitude comme ça de se tenir un peu mieux et aussi de pouvoir se frotter et aux Français et aux Allemands. Et tout ça a très bien marché pendant pas mal de temps. En fait, on s'est aperçu après la guerre, quand on nous a demandé, que mes parents avaient hébergé 20 aviateurs, les uns après les autres, ce qui est quand même pas mal. Et puis, ben voilà, moi j'en ai conduit, je ne sais pas combien, mais ça, je ne les ai jamais comptés. Et puis voilà, comment ça s'est passé. Et puis, le 28 avril, c'est-à-dire, il faisait très beau, c'était quelque temps après le début du printemps, je rentrais de l'école. Et d'habitude, je faisais très attention, et voilà, comme quoi on peut se faire prendre, mais de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Je suis arrivée à la maison, et à la maison, quand j'ai ouvert la porte, je me suis trouvée devant des Allemands en grand uniforme, les fêtes gendarmes avec leurs chaînes, etc. 3 civils qui étaient des Français et qui étaient de la Gestapo française. Et voilà, et on avait été dénoncés. Donc ils étaient arrivés à la maison. Et à la maison, non seulement ils cherchaient de quoi faire les cartes d'identité, car c'est une histoire rocambolesque de cartes d'identité qui nous a fait prendre, mais en plus ils ont trouvé les 2 Anglais qui étaient cachés à la maison. Donc ils jubilaient. Donc on a tous été arrêtés, sauf mon jeune frère. On a su qu'il n'avait pas été arrêté. Et là, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Carbonnet avait récupéré dans les toilettes, car à ce moment-là, les chasses d'eau étaient tout en haut, et il avait caché dans la chasse d'eau du haut un carnet dans lequel il y avait énormément de numéros en clair. Ça, nous n'en savons rien, mais disons qu'il a eu une chance inouïe, je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Il a demandé aux Allemands d'aller aux toilettes. Il y en a un qui l'a accompagné, je ne sais pas, il a dû lui parler, lui passer par-dessus la tête. Il a récupéré dans la toilette un papier qui entourait le carnet, qui était enveloppé dans de la cellophane à ce moment-là, bien enveloppé. Et en passant contre moi, il me l'a passé et puis il m'a dit entre ses dents, Jean-Marie. Jean-Marie, c'était mon frère. Donc, comme on savait qu'il n'allait pas être arrêté, j'ai pris en effet les cartes d'identité, j'ai emmené mon frère, je lui ai changé de pantalon, et en même temps que je changeais de pantalon, je lui ai glissé ce carnet avec toutes les adresses. Il n'a rien dit. La seule chose qu'il a fait, ce garçon qui avait déjà 12 ans et demi, mais qui était petit, et c'est certainement ce qui l'a sauvé, il est allé chercher son ours dans la boîte à jouets avec lequel il ne faisait plus rien, mais avec lequel il avait couché étant petit, et il est sorti. Enfin, on est tous sortis. On a tous été emmenés dans les voitures noires de ces messieurs allemands, mon père et moi d'un côté, l'abbé Courcelles et maman de l'autre, Carbonnet. Et puis Jean-Marie est allé sur le trottoir. Et la dernière vision que nous avons eue de Jean-Marie, c'est Jean-Marie assis sur le trottoir, avec son ours autour du bras et en dessous cette espèce de bombe qui cachait. Et puis nous sommes partis. Et quand il a été bien sûr que toutes les voitures étaient parties, qu'il ne restait plus aucun Allemand, il est allé chez des amis qui nous servaient de relais téléphoniques de temps en temps, et les Hochkorn, et là il leur a demandé
de bien vouloir, il a sorti son carnet. Monsieur Hochkorn, qui à ce moment-là me semblait très vieux, moi j'avais 19 ans, 18 ans, même pas, et lui il en avait 70 et il me semblait très vieux, il est parti avec Jean-Marie et il est allé chez des amis, les uns après les autres, et il a ouvert le carnet, il a commencé à appeler les gens en disant les mouettes sont arrêtées, les mouettes sont arrêtées, les mouettes sont arrêtées. Et comme ça, puis il est revenu, car il y avait le couvre-feu à 9h du soir, il fallait que tout le monde soit rentré. Donc à 9h, il est rentré, et il a laissé le carnet en se disant que le lendemain matin, mais le lendemain matin, la Gestapo était là. Les 3 garçons qui nous avaient arrêtés étaient avec l'évêque gendarme, et Jean-Marie a fait celui qui avait la colique. Peut-être avait-il la vraie colique. Toujours est-il qu'il a fait celui qui avait la colique. Il est allé chercher le carnet, il l'a déchiré en 1000 morceaux, il est allé je ne sais combien de fois au water, il a fait tout disparaître par lui. Donc il a sauvé quasiment tout le réseau comme ça. Et il n'en a jamais été remercié. C'est quelque chose que j'ai encore sur le cœur. Et puis voilà, nous pendant ce temps-là, on a d'abord été emmenés à la fête de commandanture de Nogent-sur-Marne, où là on a retrouvé nos Anglais qui avaient été terriblement torturés, car ils avaient été pris pour des espions, ils étaient en civil, et en dépit de leur médaille qu'ils ont montrée, ça n'est que par la suite qu'ils ont été acceptés comme militaires qui avaient été parachutés. Donc on les a retrouvés, on a été interrogés, réinterrogés, et puis le soir on nous a emmenés, et on est allé à Fresnes. Vous savez ce que c'est que Fresnes? C'est une grande prison au sud-est de Paris, dans lequel que les Allemands avaient réquisitionné, dans lequel ils mettaient tous les prisonniers politiques qu'ils arrêtaient. Bon, il y avait d'autres prisons, mais Fresnes était en tout dernier, généralement, avant de partir en Allemagne. Donc là, on a été emmenés à Fresnes, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et chose inouïe, il était très tard dans la nuit. Maman et moi, nous avons été dans la même cellule. C'est quelque chose qui n'arrivait jamais. Et cette chance d'être ensemble, eh bien, c'était quelque chose qu'on a essayé de garder jusqu'à la fin de notre déportation par la suite. Donc, on a été dans la même cellule. Alors, en cellule, à Fresnes, c'était une pièce d'environ 4 mètres sur 5, dans lequel on couchait à 4, 5, 6, ça dépendait des arrivées à Fresnes. Et ce soir-là, on est arrivés 2 en plus, donc on était 6 dans la cellule. Mais ces filles, vous savez, c'était toutes des filles qui avaient fait la résistance, et quand même ça donne déjà une ambiance qui est tout à fait différente de ce que ça peut être d'habitude dans les prisons. Il y avait déjà une solidarité extrême. Donc la première chose qu'ils ont fait, étant donné qu'il n'y avait pas de lit, il n'y avait qu'un seul lit, ils l'ont donné à ma mère, qui n'était pas vieille, elle avait 40 ans. Et ces filles, il y en avait beaucoup qui avaient 22, 23, 24 ans, la plupart étaient des étudiantes. Il y avait beaucoup d'étudiantes qui avaient été arrêtées. Donc on s'est trouvés dans cette cellule. Et donc le soir, la nuit avec maman, on s'est raconté des quantités de choses, et si on est arrêté, enfin, tout a passé en revue. Et puis bon voilà. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus de nouvelles de mon père. Bon, on est resté en cellule, et en cellule, on a fait ce que font tous les prisonniers. On a fait le ménage, on a chanté, on a dansé. On se raconte, étant donné que la mixité était très différente, il y avait aussi bien des intellectuels que des gens très simples. Tout le monde était mélangé et tout le monde faisait part de sa vie à lui. Donc on se racontait des histoires, on se racontait des livres, on se racontait ce qu'on avait fait, ceux qui avaient voyagé, ceux qui n'avaient pas voyagé, ceux qui vivaient dans Paris, la manière dont on vivait. C'était très instructif, car on se rendait compte que tellement de gens vivaient différemment et qu'en fait ils s'en pensaient la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté jusqu'à maintenant. Le fait de se dire que l'autre, il est comme nous. Il est comme vous, il n'y en a pas un qui est mieux, il n'y en a pas un qui est moins mal, il est comme vous. Et donc on est resté là, et il y avait une grande solidarité. Une maman et moi, on était de celles qui étaient parties, on ne nous avait rien laissé prendre. Alors, on n'avait pas de culotte pour nous changer, on n'avait pas de soutien-gorge, on n'avait rien du tout. Donc, les autres nous ont donné, et puis on a réussi à faire ça dans des draps, on a tout écouté. Alors, c'était la même chose, là. Il y avait des gardiennes, il y en avait qui étaient bien, il y en avait qui étaient moins bien. Il y en avait même une qui était très bien, d'ailleurs qu'on a fait libérer après la guerre.
Mais bon, toujours est-il que c'était comme ça. Et puis, il y avait quelque chose d'extrêmement désagréable, d'extrêmement grave, c'était l'interrogatoire. L'interrogatoire, ça se passait comme ça, le matin. La gardienne, vers 5 h du matin, elle tapait à la porte et disait « Madame, ouais, interrogatoire ». Alors, on savait que là, exactement tribunal, avec son accent guttural allemand, on savait que cette femme-là, que ce soit maman, que ce soit nous, et donc on partait au tribunal. Maman a été la première interrogée avant moi. J'aime autant vous dire que quand l'une d'entre nous allait au tribunal, les autres, pendant toutes ces journées, on ne chantait pas, on ne dansait pas, on ne riait pas, on était de tout cœur avec celles qui étaient parties là-bas. La plupart du temps, elles sont revenues. Maman est revenue en disant que ça s'était bien passé. Et en effet, ça s'est très, très bien passé, car elle avait réussi à lire dans les geôles de la rue des Saussets. La rue du Sausset, c'est le ministère de l'Intérieur, et les geôles, une partie des geôles existent toujours, et ces graffitis qui existaient à cette là ont été magnifiquement gardés par les générations qui sont venues après, et on les voit encore quand on y va. Et ces graffitis étaient très réconfortants. Ça n'était jamais des appels à la haine, c'était des appels à l'espoir. Pour les gens qui étaient croyants, des appels à Dieu. Et puis, il y avait aussi beaucoup de messages qui étaient donnés. Et tout d'un coup, maman est tombée sur un truc qui lui a tiré l'œil. C'était écrit en rouge, il y avait écrit « Pour Jean disons de Créteil ». Ça n'avait rien à voir avec Créteil, c'était Jean, l'abbé qui avait été arrêté avec nous, et dont le séminaire se trouvait rue de Créteil à Charenton. Donc là, c'était pour l'abbé Courcelles. Puis il y avait marqué « à l'ami de Dédé ». Dédé, c'était celle qui nous faisait avoir les cartes de ravitaillement. Donc ça, c'était pour mon père. Et puis il y avait maman. Maman était quelqu'un de très ouvert. Et beaucoup de gens allaient vers elle sans qu'elle ait besoin de demander. Et quand elle allait le matin faire les courses, car pour tous ces gens, il fallait faire du ravitaillement dès le matin 6 h, il y avait souvent un Nord-Africain qui était là et qui lui disait « Oh, moi, t'es là, moi je suis si content, je vais gagner. » Car nous, on n'habitait pas très loin du champ de course. Alors il y avait marqué « À l'ami du Sidi qui joue » pour bien ramener. Personne ne pouvait comprendre. Quant à moi, personne non plus ne pouvait comprendre. Moi, j'avais, comme beaucoup d'entre vous, j'étais femme d'un acteur de cinéma qui s'appelait Pierre Freinet. Sa femme s'appelait Yvonne Printemps. Elle a remarqué, Yvonne Printemps est allée à Creil. Et donc, comme j'étais allée à Creil, en effet, peut-être le jeudi avant notre arrestation, Creil avait été bombardé, donc personne ne pouvait. Là, vraiment, c'est le récit d'une vie, c'est magnifique. Et les petits enfants sont tous rentrés avec leur animateur, ainsi que les grands. Moi, ce que je vous propose, Ça me semble